Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voulais déjà remercier le Carnot Filière pour son invitation. Le titre n'est pas contractuel là, par rapport à celui qui apparaissait sur, comment dire, sur l'accroche. Donc, l'idée est bien de parler évidemment des matériaux composites et du lien que l'on peut avoir avec le marché, le domaine du luxe et de la mode. Donc là, vous en avez simplement quelques illustrations au niveau de la page de garde. Donc la présentation, très rapidement, donc je vais vous parler en deux mots du 7e Grand Est et on abordera donc la partie un peu plus technique, je dirais, du sujet par la suite. Donc je vous parlerai dans un premier temps des composites que j'ai nommés composites traditionnels, des composites avancés et justement des intérêts qu'ils peuvent présenter par rapport au marché de la mode et du luxe. Des tendances liées donc à l'évolution de ces matériaux, donc composites comme thermoplastiques. Et je vous parlerai aussi d'un projet en fait de développement d'un démonstrateur financé justement par le programme CARA. Donc présentation du 7e Grand Est en deux mots très rapidement. Donc nous sommes un centre associé du CETIM, qui est le Centre technique des industries de la mécanique. Nous sommes présents sur trois sites, donc à Mulhouse, Strasbourg et Metz. 90 personnes à peu près, 30% de l'activité donc de ce centre technique étant consacré à des projets de R&D. Et le projet de R&D le plus important du moment, quand je dis du moment, ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'on travaille le sujet, est lié en fait au développement de technologies de revalorisation des plastiques et des composites. Voilà, donc composite traditionnel dans un premier temps, avantages et limites. Donc là, j'ai pioché presque au hasard, je dirais, sur le net quelques images, on va dire, représentatives des matériaux composites en lien justement avec le luxe. Donc ces images, on les connaît toutes et tous. Les propriétés principales, on va dire, de ces matériaux sont évidemment les propriétés d'aspect. On retrouve souvent des matériaux à base de fibre de carbone, même si le marché des composites ne représente que 5% à peine concernant les fibres de carbone, tout le reste étant de la fibre de verre qui est quand même nettement moins chère pour mettre en œuvre des matériaux. Autre propriété intéressante, c'est la légèreté, évidemment, la rigidité, la durée de vie longue, puisque on peut supposer effectivement que tous ces objets qui ont beau appartenir en fait à la mode et au luxe, ce ne sont ni plus ni moins que des objets de consommation, ont des durées de vie plus ou moins longues, donc ils vont se chiffrer en années ou en décennies, mais comme je l'ai écrit ici, là on est toujours cantonné en fait à des marchés de niche, car ce sont des matériaux qui sont complexes à mettre en œuvre. Élaborer en fait un matériau composite de ce type-là consiste à associer une résine pétrosourcée à un renfort fibreux, donc comme la fibre de carbone qui est à fort impact environnemental. Et en fait, en un mot commençant, ces matériaux ne sont pas recyclables. Et donc tout ce qu'on a pu voir, tout ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent, enfin aussi bien sur la page de garde et la slide précédente, tous ces matériaux, enfin tous ces produits vont partir en enfouissement. C'est le cas de l'immense majorité en fait, des matériaux composites qui sont produits actuellement. Donc c'est ce que j'ai nommé encore une fois les composites traditionnels. Alors pour quelles raisons partent-ils tous en enfouissement? Donc la cause principale, le défaut originel, on va dire, est lié au fait qu'on utilisait, donc ces matériaux ont été développés à la fin des années 60, au début des années 70, l'idée étant d'associer une résine thermodurcissable avec un renfort fibreux. Alors ça peut être de la fibre de carbone, du lin, du chanvre, de l'aramide, peu importe. Au-delà, on va dire, du renfort donc, qui permet justement de doper les propriétés mécaniques du matériau, le problème de base, c'est celui de la résine donc thermodurcissable. Alors là, je m'excuse par avance auprès des spécialistes matériaux. Il y en a forcément, j'imagine, dans l'assistance. Pour résumer aussi la situation, il y a un côté irréversible en fait, qui est lié à la mise en œuvre de ces matériaux. Donc une fois qu'on a produit, qu'on a fait un peu de chimie, je dirais, au moment de l'élaboration du matériau composite, une fois que la résine a polymérisé, au contact du renfort fibreux, il n'y a plus moyen de faire machine arrière.
Donc, alors il y a bien des voies exploratoires, on va dire, de valorisation qui existent. Les travaux, différents travaux ont été menés dans beaucoup de laboratoires académiques. Ceci dit, la réalité du terrain, c'est celle-ci, c'est presque 100%, 95% de ces produits qui partent en enfouissement. Puisqu'à ce jour, vous n'avez aucune solution à la fois techniquement et économiquement viable qui permette justement de revaloriser les composites, excepté peut-être ceux qui contiennent de la fibre de carbone. Mais de toute façon, la résine thermodurcissable est perdue au passage. Donc ça, c'est pour les composites traditionnels. Alors les composites avancés, enfin dits avancés, donc quelles sont leurs particularités? Alors leur particularité principale, c'est qu'on a substitué la résine thermodurcissable par une résine thermoplastique, et ça, quelque part, ça change tout. Ça va tout changer au niveau du potentiel de formage, au niveau de la recyclabilité, au niveau des cadences de production. Donc comme je vais vous le présenter par la suite. Donc résine thermoplastique égale résine fusible, ce qui sous-entend en fait qu'en jouant sur la température, on va toujours pouvoir remettre en forme la matière. Donc c'est vraiment la différence de fond, je dirais, avec les résines thermodurcissables. Ces matériaux donc, sont disponibles actuellement sous forme de semi-produits qui peuvent être eux-mêmes mis en forme. Alors j'entends par semi-produit, en fait la géométrie la plus simple évidemment c'est la plaque, mais on peut imaginer d'autres types de semi-produits à géométrie simple, mais partons même d'une plaque. On peut imaginer justement la mettre en forme pour lui donner un certain nombre de propriétés, lui donner une valeur supplémentaire, chose qu'on ne peut pas faire, encore une fois, avec des composites à base thermodurcissable. Une fois qu'on a élaboré une base en thermodure, une plaque, elle va rester plaque, je dirais, quoi qu'il arrive. Là, donc, avec les composites à matrice thermoplastique, on peut imaginer justement mettre en forme le matériau par différents procédés comme l'estampage, la thermocompression, etc. Autre particularité, comme on a une base thermoplastique, c'est un matériau qui va être compatible avec des moyens de production de moyenne ou grande série. Donc, moyens de production comme l'estampage, l'injection, principalement. L'extrusion, pas trop, mais surtout l'injection. Donc là, vous avez juste une photo, alors qui est plus tirée évidemment d'un contexte automobile que du contexte en lien avec la mode et le luxe. Mais on pourrait très bien transposer, on va dire, ce type de procédé donc, au marché de la mode et du luxe, pour peu qu'on ait une application qui s'y prête. L'idée, en fait, c'est d'hybrider justement différents procédés existants, ceux qui sont en cours de développement ou quasi matures dans le domaine des purs composites thermoplastiques, ceux qui existent déjà depuis plusieurs décennies dans le domaine de l'injection plastique. Et ça permet de réaliser des pièces, en fait, avec des propriétés, on va dire, hybrides, des propriétés optimisées, où là, vous avez encore une fois une pièce de démonstration tirée d'un contexte qui est plutôt automobile. Mais on voit bien que la combinaison donc, du renfort fibreux avec l'injection plastique permet justement d'ajouter un maximum de fonctions en fait, à la pièce. Puisque dans les approches de pure plasturgie, on cherche évidemment à donner à la pièce le plus de fonctions possible en une seule étape pour lui donner un maximum de valeur. Donc ces composites à matrice thermoplastique, encore une fois, ont vraiment un potentiel intéressant pour la production, donc encore une fois, en moyenne et en grande série. Et enfin, je dirais, pour être vraiment raccord justement avec le sujet du jour, on a un réel potentiel de recyclage, contrairement, encore une fois, aux résines, aux composites à base thermodurcissable. Et quand je dis potentiel de recyclage, c'est aussi bien sur le plan technique que sur le plan économique. Donc avec donc une technologie qui a été développée donc à Mulhouse, c'est Team Grand Est, l'idée étant de valoriser justement des chutes de production de composites thermoplastiques pour de réagglomérer en fait des broyats pour en faire des plaques, des semi-produits qui par la suite pourront être utilisés dans d'autres applications. Donc là, on est vraiment dans une approche justement, dans une logique de valorisation de chutes de production, voire de produits en fin de vie. Alors les tendances concernant les composites et les thermoplastiques, donc là j'ai fait un petit peu d'histoire aussi. Donc concernant les composites dits traditionnels, comme je vous l'avais dit auparavant, fin des années 60, début des années 70, donc c'est le début de ce type de matériaux. Alors là, je suis en train, on va dire, de pointer tous les défauts de ce matériau. Il avait quand même des qualités à l'origine, évidemment. En fait, c'était le prix des matériaux de base, enfin de la résine de base, et surtout l'absence, en fait, ou la quasi-absence d'investissement
au niveau de l'outil de production pour fabriquer des pièces, même des pièces de grande dimension. Ça veut dire concrètement qu'on pouvait fabriquer, je sais pas, une coque de bateau par exemple ou un kayak dans son garage, avec des moyens vraiment rudimentaires. Et donc, ce qui permettait d'obtenir des matériaux avec des propriétés mécaniques élevées, la légèreté, etc., comme j'ai dit auparavant. Par contre, en même temps, c'est vrai que fin des années 60, début des années 70, pour être franc, on se souciait assez peu de la fin de vie de ces produits. Donc, c'était encore une échéance qui paraissait très lointaine. D'autant plus lointaine, justement, que ces matériaux, comme je l'ai dit auparavant, ont des durées de vie plutôt longues. Donc une trentaine ou une quarantaine d'années pour un bateau justement avec une coque en composite. Mais là, dans les années maintenant 2020, on arrive justement à la fin de vie d'un grand nombre de matériaux composites à matrice thermodurcissable qui, encore une fois, malheureusement, partiront tous en enfouissement. Alors face à ces composites traditionnels, il y a ce qu'on peut appeler justement les composites avancés, comme je les ai nommés tout à l'heure. Alors, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, le premier composite à base thermoplastique est apparu au milieu des années 80. Mais pendant de nombreuses années, en fait, il a cherché son marché sans jamais le trouver, malheureusement. Et en fait, ces matériaux ne commencent réellement à se développer que depuis une petite dizaine d'années. Voilà. Alors, que va-t-il se passer par la suite ? On n'en sait rien, pour être franc. Ceci dit, un certain nombre de publications sont déjà sorties, des travaux prospectifs aussi sont sortis. La tendance, alors je vais rester prudent, mais la tendance en fait serait à, je dirais, une certaine stagnation, voire une légère diminution de la production de composites à base thermodurcissable. Voilà. On pourra jamais, les thermoplastiques ne pourront jamais se substituer à 100% en base thermodurcissable. Donc je ne suis pas en train de vous vendre du rêve non plus. Ceci dit, je dirais avec toutes les contraintes justement réglementaires qui existent, environnementales, toutes les obligations environnementales, on peut difficilement imaginer une croissance à 2 chiffres pour ce type de matériaux dans les années qui vont venir. Voilà. Donc en fait, on va dire, pour rester prudent, une stagnation relative de la production ou une stabilisation de la production de ces matériaux. Donc là, actuellement, on est à peu près à une dizaine de millions de tonnes par an. C'est beaucoup et peu à la fois. Je vous donnerai d'autres chiffres par la suite. Donc cette stagnation qui devrait se faire en fait au profit justement des matériaux à base thermoplastique avec une techno de valorisation qui a été développée encore une fois depuis quelques années au niveau du CETIM Grand Est, qui consiste à valoriser à la fois les chutes de production et les produits en fin de vie. Ça, c'est pour les composites. Je voulais faire un petit commentaire concernant les thermoplastiques, qui sont, on va les appeler comme ça, les plastiques de tous les jours, ceux qui sont utilisés dans le domaine du conditionnement, de l'emballage, que l'on peut manipuler au quotidien. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes volumes, on est à peu près à 350 millions de tonnes de matières transformées. Et quasiment autant de déchets, alors peut-être pas autant de déchets, au niveau mondial je ne connais pas forcément les chiffres, mais je connais par contre plus précisément les chiffres au niveau français. Donc on transforme 4,5 millions de tonnes de matière plastique en France chaque année, et la même année on produit 3,5 millions de tonnes de déchets plastiques, 3,5 millions de tonnes par rapport à 4,5 millions de tonnes de matière transformée. Ce qui veut dire qu'on a énormément de produits à durée de vie courte qui vont se retrouver triés et revalorisés dans le meilleur des cas, mais enfuis ou incinérés dans le pire des cas. Parce qu'on continue en fait d'enfuir davantage de plastique, c'est pas toujours dit, mais c'est quand même la réalité. On continue d'enfuir davantage de plastique qu'on en recycle sous forme de matière. Donc 350 millions de tonnes de matière transformée dans le monde. Et par rapport justement à ce gisement énorme de déchets, on a développé aussi une techno qu'on a baptisée Thermoprime, qui consiste à capter une partie du flux de matière recyclée pour en faire des composites à base thermoplastique. Alors comment ça fonctionne tout ça ? Là j'ai fait une petite animation. Ici vous avez en fait donc, la filière classique de la plasturgie, avec, pour l'exemple de la France, 4,5 millions de tonnes de matière transformée. On en réinjecte à peu près 10%, on réinjecte 10% de matière recyclée dans la filière de la plasturgie. Donc c'est pas énorme, on peut faire mieux, on a une bonne marge de progrès. L'idée, c'est de capter une partie en fait, de ce flux qui est revalorisé,
de l'associer à un renfort fibreux. Donc ça peut être du carbone, ça peut être du verre, de l'aramide, peu importe, de la fibre de lin. Par cette technologie on a baptisé Thermoprime pour faire stratifier un matériau composite qui pourra, je dirais, être intégré à cette boucle des composites avancés, sachant que ce matériau peut être recyclé par le biais en fait, de la technologie thermosaïque. Voilà un peu l'idée, je dirais, générale. C'est un peu complexe de présenter en 10 minutes un sujet aussi long, mais je pense que le message principal est passé. Alors l'intérêt ou la différence de fond, évidemment, entre les thermoplastiques, les plastiques de base, je dirais, et ce matériau qui a été transformé, qui a été enrichi quelque part par la présence de la fibre, l'idée, évidemment, c'est de doper les propriétés mécaniques du matériau et de maximiser à la fois la rigidité et la raideur du produit. Et par rapport à ça, donc j'en reviens au sujet premier, la mode et le luxe. Alors quand je dis notre proposition, encore une fois, il s'agit d'un projet qui est financé par le programme CARA, qui devrait débuter d'ici quelques mois. L'idée, en fait, est de produire un démonstrateur. Alors, ce ne sera pas exactement cette forme, puisqu'on va travailler évidemment en association avec un designer. L'idée, en fait, est d'élaborer en utilisant la technologie Thermoprime, un stratifié qui contient une matrice thermoplastique recyclée d'une part, associée à un renfort biosourcé d'autre part. Ce sera probablement du lin. Et donc l'idée, c'est de développer encore une fois la techno, enfin pas de la développer, mais d'adapter la techno pour être en mesure de produire donc des plaques qui intègrent à la fois une fibre naturelle avec une résine recyclée transparente pour en faire cette pièce, cette valise d'ordinateur portable. Voilà, donc si tout va bien, d'ici un an et demi, on devrait être en mesure... Plus tôt, Michel, tu me dis ? Moi, je n'ai pas vu les délais, c'est mon collègue qui s'en est occupé. Alors d'ici un an, il faudra au moins un an, tu me le confirmes ? Moins ? Bon, soyons optimistes, peut-être qu'avant la fin de l'année, on aura quelque chose. Il reste quand même quelques délais incompressibles. Bien, je voulais juste avant de conclure remercier donc les différents partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet. Alors là, je parle vraiment du projet plus large de recyclage et de valorisation des déchets. Donc un certain nombre de partenaires académiques, d'industriels, évidemment nos partenaires institutionnels et financeurs qui nous ont accompagnés depuis 2011 maintenant. Voilà, je vous remercie de votre attention.